Bienvenue chez Architecte dans notre épisode 29 consacré au box modèle deuxième partie. Nous sommes en train de clôturer les bases du CSS. Nous sommes à la 4e leçon concernant le CSS. Et hier, nous avons abordé la première partie du box modèle. Et aujourd'hui, nous allons aborder bien évidemment la deuxième partie. Nous commençons d'abord par un rappel du précédent épisode. Hier, nous avons abordé l'essentiel de ce qui portait sur le box model. Et pour résumer, nous avions dit que chaque élément HTML que vous voyez à l'écran était un box. Un box décliné en deux versions. Il y avait des box en bloc et des box inline. Et par défaut, chaque élément avait bien évidemment une version, l'une des versions, que ce soit une version en bloc ou une version inline. Il y a par défaut des éléments bien précis pour chacune des deux versions. Nous avions dit que le box model était tout simplement un ensemble de règles qui permettait de déterminer les dimensions de chaque élément d'une page web, ou du moins puisque chaque élément d'une page web est considéré par le CSS comme un box. C'est tout simplement le box model est tout simplement un ensemble de règles qui détermine les dimensions de chaque box. Et pour déterminer les dimensions de chaque box, on s'appuyait sur trois balises: la balise padding, la balise border et la balise margin. Et grâce au jeu de ces trois balises, on pouvait déterminer le comportement individuel des box. Et si vous voulez des détails, vous pouvez rentrer à l'épisode précédent, puisque c'est bien évidemment la première partie. Je n'oublie jamais, lorsque je présente, de donner mes sources. Mes sources principales sont le bootcamp gratuit Odin Project. Et bien évidemment, il y a le site Internet is Hard que j'utilise aussi pour accompagner mes présentations. Internet is Hard, j'ai déjà présenté ce site dans mes précédents vidéos. Et si vous voulez avoir les détails là-dessus, vous pouvez aller dans les liens que je propose à la description de la vidéo juste en bas de cette vidéo. Alors le premier, nous avions dit que la deuxième partie de cette présentation sur le box model, puisque nous avons présenté l'essentiel en première partie, la deuxième partie portait sur ce que j'ai appelé des thèmes périphériques. Thèmes périphériques, ce sont justement des thèmes qui ne sont pas centraux, si je peux dire ça ainsi, à la compréhension de ce qu'on entend par box model, mais qui peuvent être utiles plus tard lorsqu'on va dérouler en termes de pratique, lorsqu'on va dérouler du moins la présentation des règles CSS dans le cadre bien évidemment de la pratique, par exemple pour notre site web projet qu'on a présenté dans les précédents épisodes. Alors le premier thème périphérique que j'appelle périphérique que nous allons vous proposer, c'est ce qu'on appelle le fondement de la marge verticale. Et vous verrez cela dans la documentation en langue anglaise, ils appellent ça vertical margin collapse. Et ce qu'on appelle le fondement de la marge verticale peut être mieux présenté à travers un exemple. Nous allons commencer. Les fondements, lorsque vous avez deux boxes avec des marges verticales placées l'une à côté de l'autre, conséquemment, il arrive qu'elles fusionnent. Donc, au lieu d'ajouter les marges ensemble, seule la plus grande est affichée. Dit ainsi, ce n'est pas bien précis. Prenons notre exemple avec notre site. Nous avons la page que nous avons laissée précédemment. Et dans cette page, on avait défini, si on rentre dans notre fichier CSS, on avait défini la marge de bas, du moins la marge verticale, en bas, bottom, qui veut dire bas, de 50 pixels. Supposons que on ajoute une marge top de 25 pixels dans cet exemple-ci. On va aller, je vais copier juste cet élément, c'est la marge. Ce qui veut dire que si on passe sur cette base, pour tous les paragraphes, il doit avoir pour la marge top 25 pixels, pour la marge basse 50 pixels. Donc l'espace qui est entre nos paragraphes doit être en principe de 75 pixels.
Ici, vous venez vous ajouter. Là, on va encore voir notre page. Ici, vous voyez bien l'espacement entre les paragraphes. Ici, vous voulez que cela soit mieux illustré. Qu'est-ce que je vais faire pour que cela soit mieux illustré? Je vais rentrer à Home Page. Je vais ajouter un autre paragraphe ici. Je vais même ajouter 2 paragraphes. Je vais nommer ça AAA. Et je vais nommer le paragraphe suivant BBB. Pour mieux illustrer ce que j'entends par effondrement de la marge verticale. Bon, j'en ai la peine. Ok. Et ici, je vais enlever le style. Non, j'enlève d'abord ceci. Et pour je vais enlever le padding de Strong pour que mon test. J'enregistre et je vais actualiser la page pour que vous ayez. Je n'ai pas enregistré Home Page, c'est pour ça que les choses ne se sont pas affichées. Bon, vous voyez bien l'espacement de 50 pixels. Puisque nous avions défini dans notre fichier que l'espacement ici pour la marge bottom devait être de 50 pixels. Et ce sont ces 50 pixels que vous voyez ici, l'espace entre les paragraphes. Ce qui suppose que si nous ajoutons 25 pixels au-dessus, ça doit être 50 plus 25. Donc si je viens ici, j'ajoute pour le haut 25 pixels, il doit avoir un espacement de 75 pixels entre les paragraphes. J'enregistre. Ici, j'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Observez bien, rien ne change. Pourquoi rien ne change? Rien ne change. C'est ce qu'on appelle le fondement de la marge verticale. Pourquoi rien ne change? Il y a un magnifique schéma que a fait Internet Inisa, la source. Bien évidemment, c'est Internet Inisa. Chaque paragraphe doit avoir 50 pixels là-bas et 25 pixels en haut, ce qui fait 75 pixels entre nos éléments P. Mais lorsque vous allez faire une vérification, vous constatez qu'il y a toujours 50 pixels. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. La plus petite marge supérieure s'effondre dans la plus grande en bas. Voilà l'illustration. Normalement, s'il n'y avait pas effondrement de la marge verticale, vous devez avoir 25 pixels ici, 50 là. Donc, entre chaque paragraphe, il doit y avoir 75 pixels. Mais la marge supérieure est absorbée. C'est ça qu'on appelle effondrement de la marge verticale. Alors, ce comportement peut être très utile lorsque vous travaillez avec de nombreux types d'éléments différents et que vous souhaitez définir leur mise en, leur mise en page comme l'espace minimum entre les autres éléments. Donc, c'est une fonctionnalité du CSS, les fondements de la marge verticale. Ce n'est pas comme si c'était une définition, c'est une fonctionnalité. Elle peut apparaître à vos yeux comme quelque chose qui n'est pas normal, mais c'est tout à fait normal. Et vous pouvez utiliser ça à votre avantage pour définir l'espace minimum qui est entre les autres éléments. Alors, nous allons continuer. Comment on peut empêcher cela? Parfois, cela peut déranger parce que voilà, vous définissez des marges et puis les marges ne sont pas telles que vous avez défini. Comment on peut empêcher cela? Il suffit juste de mettre un autre élément invisible entre guillemets entre eux, tout simplement. Pour le cas précis, prenons un exemple ici. On va ajouter cet élément dans notre fichier HTML.
entre les deux paragraphes. Prenons entre les deux paragraphes A et B. On va ajouter cet élément qui utilise ce qu'on appelle du CSS inline. En allant dans la balise d'ouverture, vous définissez l'attribut style et puis vous mettez votre CSS. On a abordé cela dans les précédentes vidéos. Si je fais ceci, j'enregistre et j'actualise. Qu'est-ce que vous observez? Vous voyez, en mettant cet élément invisible, je vous ai parlé de la balise div qui est un conteneur qui n'a aucune signification, qui n'a pas de valeur sémantique. Mais vous l'utilisez juste pour empêcher l'effondrement de la marge verticale. Donc, en mettant cela, tout simplement, la marge verticale est respectée et on a effectivement cet écart. Non. La partie la plus importante ici est que seuls les éléments consécutifs peuvent s'effondrer les uns dans les autres. Donc, c'est uniquement les éléments consécutifs. C'est pour cela que vous avez vu. Cela est respecté ici. Mettre un élément avec une hauteur non nulle, comme on l'a fait en définissant le padding top, le remplissage, entre nos paragraphes, les forces à afficher à la fois la marge supérieure de 25 pixels et la marge inférieure de 50 pixels. C'est ce qu'on a vu. Donc, dans ce moment, le schéma c'est correct. Vous voyez bien, div vient s'intercaler ici. Et puis, la marge est respectée. N'oubliez pas que le padding ne se fonde jamais. Donc, tant que vous définissez le padding, cela ne va jamais être absorbé par la valeur supérieure. Donc, une solution alternative serait d'utiliser padding pour espacer nos paragraphes au lieu de la propriété margin qui se fond. Cependant, cela ne fonctionne que si vous n'utilisez pas le padding, le remplissage pour autre chose. Par exemple, dans le cas précis, nous avons utilisé bien évidemment le padding pour autre chose avec l'élément div. Donc, ce n'est pas une méthode recommandée, mais elle peut parfois apparaître dans les codes que vous allez consulter sur Internet. Une troisième option pour éviter l'effondrement à la marge consiste en s'en tenir à une convention de marge inférieure ou supérieure uniquement au choix. Vous pouvez définir marge inférieure, marge supérieure uniquement au choix. Par exemple, si tous vos éléments ne définissent qu'une marge inférieure, ils ne risquent pas de s'effondrer. Voilà. Et cet effondrement est important parce que cela peut donner une irrégularité visuelle. Par exemple, vous définissez un espacement pour les éléments, mais le fait que ces marges se fondent font que il y a des éléments où il y aura l'espace tel que vous l'attendiez, il y a des éléments qui n'auront pas l'espace tel que vous l'attendiez. Quand on va aborder la phase pratique, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on reviendra. Enfin, le schéma de mise en place avec Flexbox. Flexbox qu'on va aborder dans la vidéo prochaine, la dernière vidéo sur les bases du CSS, n'a pas de marge qui se fondent. Donc, ce problème, ce n'est pas un problème pour les sites web modernes qui utilisent bien évidemment Flexbox, mais c'est important d'aborder ce volet parce que il peut arriver lorsque vous fassiez le débogage d'un site Internet que vous vous retrouviez avec cet élément, et il est important d'avoir en tête ce petit détail. C'est pour cela que j'ai donné à cette vidéo le titre de éléments périphériques du box model. C'est très important d'aborder des thèmes qui peut-être ne se rencontrent pas dans les sites web modernes, mais vous n'allez pas toujours travailler avec les sites web modernes. Vous pouvez arriver comme consultant ou intégrer une équipe où le CSS a été rédigé bien longtemps, et c'est important d'avoir ce type d'éléments en tête. Nous passons à la suite. Le deuxième point périphérique que nous allons aborder, c'est ce qu'on appelle les box génériques. Jusqu'à présent, chaque élément que nous avons vu, les éléments HTML, grosso modo, avec une signification supplémentaire au contenu qui contient. Par exemple, lorsque vous utilisez la balise P, cela renvoie au paragraphe. Lorsque vous utilisez la balise H1, cela renvoie à titre. Lorsque vous utilisez la balise li, cela renvoie aux listes. Donc, chaque balise a une signification. Mais il peut arriver des fois où vous aurez besoin des balises qui n'ont véritablement pas de signification. Et les deux balises qui sont une balise les plus utilisées,
sont la balise div et span. Div ne renvoie à rien, span ne renvoie à rien. Mais en réalité, ce sont des éléments conteneurs qui n'ont aucun effet sur la structure sémantique d'un élément HTML, mais qui fournit un crochet, un vase pour ajouter des styles CSS à des sections arbitraires d'une page web. Par exemple, si vous voulez ajouter un style bien précis à l'entête de votre site, c'est-à-dire quand on ouvre le site, l'entête où il y a le menu, vous voulez ajouter un style CSS bien précis, différent des autres, vous pouvez utiliser cette balise div pour regrouper tous les éléments HTML qui font partie de votre entête et les utiliser maintenant ce regroupement pour styliser différemment ce div là pour que l'entête ait une présentation différente. Donc en allant par exemple dans votre fichier CSS et définir le sélecteur div, comme vous avez mis tous les éléments de l'entête dans div, quand vous allez définir le sélecteur div, il va reprendre tous ces éléments et appliquer le style que vous avez bien évidemment défini. Donc c'est un élément qui est utilisé pour regrouper les éléments HTML et leur donner un style bien précis. C'est ce qui est dit ici. Par exemple, quelquefois vous avez besoin d'ajouter une zone invisible pour éviter le fondement de la marge, c'est ce qu'on a vu plus haut, ou peut-être regrouper les premiers paragraphes d'un article dans un synopsis avec une mise en forme du texte légèrement différente. En ce moment, vous utilisez bien évidemment notre box générique div. Alors, on va faire un petit exercice. On va aller utiliser div auquel on va donner un nom bouton. Je vais aller dans ma home page. Tout en bas, excusez, tout en bas, je vais effacer le div. Ce div que j'avais utilisé dans l'exemple précédent, je vais définir plutôt ceci. Et en actualisant mon site, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, voilà, bouton. OK. Vous voyez comment bouton apparaît, tout simplement un simple texte. Maintenant, nous allons associer des styles à div et nous allons copier cela. Nous allons aller dans notre fichier CSS et nous allons ajouter div. Il faut savoir que la plupart des propriétés qui sont définies dans ces règles CSS sont assez connues. Vous avez par exemple color que nous avons abordé qui est connu. C'est vrai que la valeur attribuée à color, comme vous voyez ainsi, n'est pas celle que nous avons utilisée durant le cours. Et plus tard en fin de cours, je vais expliquer pourquoi les choses sont présentées ainsi. Et il y a background color, la couleur d'arrière-plan que nous avons abordé. Il y a fond, oui, la taille de la police que nous avons abordé. Padding, vous connaissez padding que nous avons abordé. Le remplissage, vous connaissez cette fonction, cette propriété, je veux dire, qui concerne l'alignement du texte. Et vous connaissez cette propriété qui concerne la bordure. Bien évidemment, nous avons abordé tous ces éléments. Le seul élément nouveau là ici, c'est border radius. Border radius, c'est ce qui définit la courbure de l'extrémité de vos bordures. C'est-à-dire, puisque en règle générale, l'extrémité de vos bordures sont assez carrées, mais vous pouvez jouer en définissant par exemple une courbure plus qui ressemble à un cercle ou un demi-cercle si vous voulez. Bon, c'est un point très important. Donc, sur ce volet, on est quitte. Voilà, à part la façon dont les couleurs sont définies au niveau des valeurs ou les couleurs d'arrière-plan et même la couleur des bordures. Je vais enregistrer cela. En fait, j'ai utilisé un sélecteur, le sélecteur div, pour qu'il puisse aller sur mon fichier, sélectionner cet élément et appliquer les déclarations CSS que j'ai faites à cet élément. Donc, je vais aller dans notre page et actualiser. Qu'est-ce que vous observez?
vous voyez bien que on a bouton qui apparaît bien évidemment sur tout l'ensemble de la fenêtre. Cela nous donne un grand bouton bleu qui s'étend sur toute la largeur du navigateur. C'est ce que nous avons vu ici. Et bien sûr, ces styles s'appliquent également à l'invisible div que nous avons utilisé pour briser le fondement des marges dans la section précédente. De toute évidence, nous avons besoin d'un moyen de sélectionner les divs individuels s'ils doivent nous être utiles. Ça, c'est dans le cas où vous avez plusieurs divs individuels. Si par exemple, dans notre fichier HTML, j'avais plusieurs divs individuels, il fallait bien que je puisse dissocier ce div-ci que je cible des autres divs. Et dans ce cas, j'aurais utilisé par exemple un sélecteur de classe. Voilà, c'est ce que je dis bien, les sélecteurs de classe. Donc, les divs, vous voyez à quoi c'est les divs. Les divs n'ont aucun contenu sémantique. Ils peuvent servir à grouper certains éléments HTML pour les appliquer un style bien précis. Donc, la seule vraie différence entre div et span, parce que tous les deux n'ont aucun contenu sémantique, ce sont juste des conteneurs. La seule vraie différence entre div et span est que le premier est destiné au contenu de niveau bloc, tandis que le second est destiné au contenu de niveau inline. Donc, si vous avez des contenus, des éléments inline que vous voulez regrouper dans des contenus bien précis, vous pouvez utiliser span. Le troisième volet que je vais aborder sur les éléments périphériques de box modèle, c'est bien évidemment, j'ai nommé cela dimension explicite. Jusqu'à présent, nous avons laissé les éléments HTML. Nos éléments définissent automatiquement leur dimension. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, pour bouton. La dimension, elle prend toute la largeur de la fenêtre du navigateur. Les remplissages, les bordures, les marges avec lesquelles nous jouons se déroulent autour de contenu qui se trouve à l'intérieur du box de l'élément. Voilà. Donc, si vous ajoutez plus de texte à notre élément EM, tout s'étendra pour s'adapter. Donc, on va essayer avec notre exemple ici. Voici notre élément EM. Vous voyez bien la couleur bleu clair d'arrière-plan est là pour illustrer notre élément EM. Allons, ajoutons du texte à EM. Hachicloud, je vais ajouter du texte. La chaîne YouTube des architectes pour AWS. J'enregistre. Ici, je reviens à ma page. Qu'est-ce que j'observe en actualisant? Vous voyez bien que quel que soit le texte qui est ajouté, l'arrière-fond bleu clair s'étend pour couvrir tout le texte qui a été ajouté. Mais parfois, notre mise en page souhaitée nécessite une dimension explicite. Là, vous laissez le CSS définir la dimension, c'est ce qu'on a vu. Donc, la dimension. Mais il y a des moments où vous voulez avoir une maîtrise de la dimension, un peu comme pour notre bouton-ci. Vous n'allez jamais trouver un site web qui a ce type de bouton avec une largeur égale à la fenêtre du navigateur. Et dans ce cas, il faut définir vos dimensions vous-même. Et le CSS vous fournit deux propriétés pour définir vos dimensions. La propriété width qui veut dire largeur et la propriété height qui veut dire hauteur. Donc, celles-ci ont priorité sur la taille par défaut du contenu d'un box. Elles ont priorité. Donc, on va aller dans notre exemple de bouton. Le bouton, on veut avoir un bouton qui est conforme aux normes. On va définir width, la largeur, on va prendre 200 pixels. Dans notre fichier div. Je vais dire notre sélecteur, nous allons définir une largeur de 200 pixels. On enregistre, on revient, on actualise. Qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez bien, avec la propriété width, on n'a plus cassé la dimension par défaut de notre bloc. Donc, au lieu d'être aussi large que la fenêtre du navigateur, notre bouton fait maintenant 200 pixels. Et il épouse le côté gauche de la page, comme vous pouvez le voir.
Notez également que si vous prolongez le titre du bouton, il passera automatiquement à la ligne suivante et l'élément se développera verticalement pour accueillir le nouveau contenu. Vous pouvez modifier ce comportement par défaut avec les propriétés Whitespace et Overflow. Mais sur ce point, on ne va pas aborder. Vous pouvez aller sur MDN que j'ai toujours recommandé pour voir comment se comporte cette propriété. Je vais prendre un exemple. Ici, je vais aller pour illustrer cela. Supposons que je vais ajouter dans bouton, je vais ajouter un texte, un très long texte. Vous allez voir de quoi il est question. Si j'actualise, observez bien. Vous voyez l'espace, c'est ce qui est dit ici. Si vous prolongez le titre du bouton, il passera automatiquement à la ligne suivante. C'est ce qu'il a fait. Il est passé. Le bouton s'est agrandi en largeur pour essayer d'absorber le contenu qui a été ajouté. Et voilà. Donc, mais on peut bien évidemment jouer là-dessus avec deux propriétés Whitespace et Overflow. Je vous invite à faire une recherche personnelle là-dessus. Je ne vais pas tout mâcher et vous donner pour que vous puissiez avaler. Je reviens à mon compte. J'enregistre, j'actualise et je reviens à mon contenu de base. Le quatrième élément que je souhaite aborder sur ce point d'élément périphérique de notre élément préféré, c'est ce qu'on appelle box de contenu et box de bordure. On va y aller. Les propriétés width et egg définissent uniquement la taille du contenu d'un box. Très important. Je vous ai dit, il y a 4 propriétés. Lorsqu'on abordait le box model, il y a content, il y a padding, il y a border et il y a margin. Donc, lorsque vous définissez les dimensions avec width, ça s'applique uniquement à la taille du contenu. Le padding et le border, que ce soit le remplissage et la bordure, sont tous les deux ajustés au-dessus des dimensions explicites que vous définissez. C'est-à-dire, le remplissage, le padding et le bording ne sont pas concernés par la dimension que vous avez définie. Cela explique pourquoi vous obtenez une image de 244 pixels de large lorsque vous prenez une capture d'écran de votre bouton, malgré le fait qu'une déclaration a été faite de 200 pixels. Je vais illustrer cela, vous allez voir. Si vous faites une capture, normalement, quand vous avez défini la dimension en 200 pixels, si vous faites une capture d'écran, prenons, je vais faire une capture pour que vous puissiez voir. Observez bien le nombre de pixels qui est défini lorsque vous faites une capture. Regardez bien. Je suis peut-être, mais ça tourne autour de 244 pixels. C'est parce que j'ai commencé beaucoup plus. Donc, pourquoi, si vous voulez capturer entièrement votre bouton, les choses sont à 244 pixels, alors que vous avez défini une largeur de 200 pixels. C'est ce qui est expliqué ici. Cela ne concerne que le contenu avec ce schéma. Les 200 pixels que vous définissez pour la largeur 8, ça ne concerne que le contenu. Le padding et le border ne sont pas contenus là-dedans. Cela n'est pas contenu à l'intérieur. Pas du tout. Cela n'est pas contenu. Pourquoi c'est 244? C'est 244 parce que vous avez 20 pixels à gauche, 20 à droite. Et vous avez une bordure de 2 pixels. Donc, 20 x 2, ça fait 40. 2 x 2, 4. C'est pour cela que ça donne 244. Voilà. Donc, ce n'est pas contenu. C'est ce qui est ici, là, comme vous le voyez. Donc, et cela peut être assez contre-intuitif. Par exemple, lorsque vous vous trouvez en train de faire une mise en page CSS. Imaginez que vous voulez définir un contenu de 600 pixels avec 3 boxes qui ont tous une propriété. Vous voulez définir un contenu de 600 pixels avec des boxes qui sont à part égale, chacune de 200 pixels. Mais si vous allez avec naïvement en mettant 8,200, vous allez vous retrouver dans la situation où elles ne vont pas tenir, il y aura un débordement. Voilà, il y aura un débordement.
Mais fort heureusement, CSS vous donne une propriété qui vous permet, lorsque vous définissez votre largeur, la largeur de votre box, tout est inclus. Ce qui veut dire que par défaut, tout est inclus et vous pouvez modifier ce comportement en utilisant une propriété qu'on appelle box size et qui par défaut est définie sur la valeur content box. Donc pour ce qu'on a vu en haut là, lorsque vous définissez simplement la largeur à 200 pixels, ce que vous ne voyez pas, c'est que il y a par défaut une propriété qui est appliquée qu'on appelle box sizing, qui est définie sur la valeur content box. Et c'est parce que c'est défini sur la valeur content box que cela considère que la largeur de 200 pixels que vous avez définie ne s'applique que à content. Donc c'est cette propriété que vous devez modifier box sizing si vous voulez que le comportement soit différent. Donc on va aller, et comment modifier cela? Il faut tout simplement aller dans la même déclaration que nous avons fait pour div. Vous copiez, vous allez au lieu de content box, vous changez, parce que c'est un paramètre par défaut, vous changez et vous définissez plutôt border box. Quand vous définissez border box, cela veut tout simplement dire que si vous définissez votre largeur à 200 pixels, il prend en compte à la fois le contenu, le padding et border. Ce qui veut dire que, comme vous avez déjà défini border et padding, il calcule automatiquement l'espace qu'il doit aller allouer à content. C'est ce qui veut dire. Cela force la largeur réelle du box à être 200 pixels, y compris le remplissage et les bordures. Bien sûr, cela signifie que la largeur du contenu est désormais déterminée automatiquement. Donc, voilà comment ça se passe. Et cela est beaucoup plus intuitif et par conséquent, l'utilisation de border box est considérée comme la meilleure pratique. C'est ce que vous allez constater dans beaucoup de codes de CSS que vous allez rencontrer. On utilise beaucoup plus border box pour qu'ils prennent en compte, pour avoir une maîtrise à la fois du padding et des borders. Le cinquième point que je souhaite aborder sur les points périphériques, c'est ce qu'on appelle le box d'alignement. L'alignement horizontal des box est une tâche courante pour les développeurs. Le box model offre de nombreuses façons de le faire. Nous avons vu par exemple la propriété texte aligne qui aligne le contenu. C'est ça la différence là. Texte aligne que le contenu. Et les box il y a à l'intérieur d'un élément de niveau bloc. Bon. Nous allons essayer une règle très simple. Nous allons prendre ce code où nous sélectionnons notre élément body. Vous savez que le HTML est divisé en deux parties. Il y a l'élément head et il y a l'élément body. Voici body. Body concerne tout le contenu que vous allez mettre dans le contenu visible par l'utilisateur. Donc, en définissant comme propriété de texte align center, je vais dire que tout le texte de mon fichier, de mon document HTML doit être centré. Donc, si j'enregistre, je vais ici, vous allez constater quelque chose. Tout est pratiquement au centre. Vous voyez bien. Tout le contenu a été centré. Sauf celui-ci. Pourquoi? Si nous appliquons la règle, il alignera uniquement le contenu à l'intérieur de nos boxes de blocs, pas les blocs eux-mêmes. Notre bouton div est toujours aligné à gauche, quel que soit l'alignement du texte. Comprenez bien. Il alignera uniquement le contenu à l'intérieur de nos boxes de blocs, pas les blocs eux-mêmes. Les blocs eux-mêmes ne sont pas alignés, mais c'est le texte qui est à l'intérieur des blocs qui est aligné. Notre bouton div est toujours aligné à gauche, quel que soit l'alignement des textes. Comme vous le voyez là. Bon, vous allez vous dire, mais attendez, c'est pas possible. Il y a un texte,
Mais pourquoi il n'est pas aligné? Tout simplement parce que vous n'avez pas fait un contenu de bloc. Ici, ce qui a été défini là, il voit tout cela comme un bloc. Il ne voit pas le contenu. Pour lui, tout ceci, c'est un bloc. Alors qu'ici, vous avez un bloc et vous avez le contenu. Vous avez un bloc et vous avez le contenu. Je vais y revenir. Il existe 3 méthodes pour aligner horizontalement les éléments de niveau bloc. Il y a AutoMargin, il y a Float, il y a Flexbox. Flexbox que nous allons aborder dans l'épisode suivant. Malheureusement, l'alignement au niveau du bloc est totalement indépendant de la propriété texte en ligne. Donc, texte en ligne ne touche pas les blocs, il touche plutôt le contenu des blocs. C'est ça que vous devez retenir. Il touche le contenu à l'intérieur des blocs. Ici, nous n'avons pas, lorsque vous regardez votre HTML, bouton est encadré par div. Vous savez que div n'a aucune valeur sémantique. C'est juste un élément qui est utilisé pour styliser. Ça n'a aucune valeur sémantique. C'est pour cela que vous voyez que c'est totalement... ce n'est pas touché. On va continuer. Centrage avec marge automatique. Pour cette vidéo, j'ai bien dit plus haut qu'il y a 3 méthodes pour aligner les éléments horizontalement les éléments de niveau bloc. On a AutoMargin, on a Float, on a Flexbox. J'ai dit qu'on va aborder dans l'épisode prochain Flexbox. Float, je ne vais pas aborder Float tout simplement parce que Float est comment on dit ça? C'est une rareté, elle est très peu utilisée actuellement depuis l'apparition de Flexbox dans le CSS. Vous savez que le CSS est un standard. Il y a des éléments qui peuvent être dégradés, c'est-à-dire qui perdent d'utilité avec l'apparition d'une fonctionnalité plus meilleure. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utilisé. On peut rencontrer Float dans des sites des anciens sites qui ont été codés, le CSS des sites qui sont très âgés entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous rencontrez Float, sachez qu'il s'agit juste de l'alignement gauche-droite. Parce qu'actuellement, tous les sites modèles qui sont conçus utilisent soit Flexbox, soit Grid que nous allons aborder quand on va parler on va atteindre le niveau avancé pour ce qui concerne le CSS. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du AutoMargin, qui veut dire centrage avec marge automatique. Pour ces vidéos, nous allons aborder bien évidemment les marges automatiques. Et lorsque vous définissez la marge gauche et droite d'un élément de niveau bloc sur auto, il centre le bloc dans son élément parent. Par exemple, nous pouvons centrer notre bouton avec les éléments suivants. Tout simplement, on va y aller. Vous faites margin 20 pixels auto. Donc, je vous ai dit, lorsque on définit 2 propriétés, par exemple pour les éléments de box modèle, par exemple, lorsqu'on définit la première propriété, cela veut dire c'est vertical. On veut dire margin top, c'est 20%, margin bottom, 20 pixels. Et les marges, que ce soit à droite, à gauche, on laisse la machine le soin de définir cela automatiquement en utilisant la valeur auto. Ce qui veut dire que lorsque vous définissez, vous donnez pour vos marges horizontales la valeur auto, automatiquement cela est centré. C'est ce qu'on va faire en allant ici dans notre div. On va dire ok, centre-nous cela. Vous allez voir que cela est centré. Notre bouton sera centré. Voilà, notre bouton a été centré. Et je vais enlever ici pour que je revienne dans mon site comme cela était. Voilà, mon bouton est centré.
tout simplement. Je dis bien, notez que cela ne fonctionne que sur les blocs qui ont une largeur spécifique définie sur eux. Voilà, c'est très important. C'est parce que justement on a défini cette largeur que cette propriété s'applique. S'il n'y avait pas ceci, la propriété ne devait pas s'appliquer, parce que si vous avez un bouton qui a la largeur de la fenêtre de votre navigateur, vous centrez, cela n'a aucune incidence puisque cela occupe la largeur de la fenêtre. Mais lorsque vous définissez une largeur, vous pouvez bien évidemment appliquer cette propriété auto-centrée. Voilà, c'est ce que je dis. Si vous supprimez cela n'aura aucun sens puisque le bouton va occuper tout l'espace. Sixième point à aborder pour ce qui concerne les points périphériques du box model. Je pense que je vais faire le même temps que j'ai fait pour les précédentes vidéos. Ce qu'on appelle la réinitialisation des styles. Remarquez que lorsque vous regardez votre site, nous regardons notre site internet, nous remarquons qu'il y a une bande blanche qui couvre pratiquement. Et ouais, ici, est-ce que entre dans mon home page, j'ai défini un div quelque part ici. Ah, je vois. C'est ce que j'avais défini ici. Et c'est aussi appliqué, donc je vais l'enlever. Ok. Vous observez que dans notre site, il y a bien évidemment vous voyez bien, bien que j'encadre mon élément H1, il ne va pas jusqu'au bout de la fenêtre. Il y a une fenêtre blanche ici à gauche et une fenêtre blanche ici à droite, et au-dessus, il y a bien évidemment de l'espace. Même chose en bas. Il s'agit tout simplement du marge au padding. Marge comme padding par défaut ajouté par votre navigateur. Je vous ai dit qu'il y a des styles par défaut que votre navigateur ajoute. Cela vient, tous les navigateurs ont des styles par défaut. Donc, divers navigateurs, comme je dis, ont des styles par défaut différents pour tous les éléments HTML. Ce qui rend difficile la création de feuilles de style cohérentes. Bon. Vous pouvez avoir quelque chose que vous observez, mais vous ne comprenez pas pourquoi cela est présent. Tout simplement parce qu'il y a des styles déjà définis. Si vous voulez avoir une idée, allons-y. On va cliquer à inspecter. On a abordé cela. Comment voir? Vous venez dans votre élément HTML. Si je clique dans mon élément HTML, vous observez bien qu'il y a un style display bloc. C'est un bloc. Vous voyez bien. Avec une manche. Comment je peux faire pour faire apparaître ce volet de manche? Allez, je vais essayer de voir body. Normalement, j'aurais dû voir cela. Bon, je vais laisser d'abord comme ça. Peut-être je ne maîtrise pas bien les éléments qui... Je ne maîtrise pas bien les éléments. Je vais d'abord laisser cela. Je me suis aventuré sur un terrain glissant. Alors, c'est généralement une bonne idée de remplacer les éléments. Je vais d'abord enlever cela. C'est généralement une bonne idée de remplacer les styles par défaut par une valeur prévisible à l'aide du sélectionneur CSS universel. Donc, on va essayer d'ajouter ceci en notre... ici pour voir comment ça va se comporter. Observez bien, il y a l'espace ici, il y a l'espace ici. Si je vais dans mon fichier, je tape là et j'applique, j'enregistre. Qu'est-ce que je vais observer? Observez bien, vous voyez, les marges ont disparu parce que en définissant moi-même une marge de 0, un remplissage de 0 et box sizing que nous avons abordé plus haut en disant que ok, il n'y aura pas comment dire ça, comment je peux dire ça,
J'ai abordé ça tout à l'heure. Et la largeur du box doit inclure à la fois la marge et le remplissage. Donc, lorsque je définis tout cela, vous voyez qu'il ne laisse plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, que ce soit à gauche, à droite, en haut ou en bas. Donc, ce sélecteur, en faisant ainsi, on réinitialise les propriétés margin et padding de notre page. Et on définit pour ce qui est de notre largeur, on reparamètre les choses en border box. Et c'est une meilleure pratique. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de fichiers CSS qui commencent. En début, vous verrez toujours un sélecteur universel avec de nombreuses propriétés. C'est ce qu'on appelle la réinitialisation des feuilles de style. Vous allez trouver beaucoup cela dans nombre de feuilles CSS. Alors, nous sommes pratiquement déjà à 45 minutes et je vais clôturer rapidement cette vidéo sur le box modèle. Tout ce que vous pouvez retenir là-dedans, c'est que tout un box, les box peuvent être inline ou bloc et les box sont du contenu, du remplissage, ce que j'appelle padding, des bordures, borders et des marges. La maîtrise du box modèle est très importante. C'est grâce à ça que vous pouvez mettre en page la plupart des sites web. Et lorsqu'on va même avancer dans Flexbox, vous allez comprendre pourquoi ce concept de box modèle central est très important pour comprendre le CSS. Et c'est l'absence de ces concepts fondamentaux qui amène beaucoup de développeurs à penser que le CSS est un langage très difficile. Mais c'est vrai que nous allons, au fil des leçons, apprendre les utilisations pratiques du Flexbox lorsqu'on va passer à la pratique. Et vous verrez comment toutes ces règles assez élémentaires mises ensemble vont donner quelque chose de très très complexe. Donc l'important c'était de présenter quelques concepts dans ces vidéos et j'espère que ce soit la première ou la deuxième partie, cela n'a pas été lourd et que vous avez beaucoup appris. Donc dans la vidéo prochaine, nous allons continuer notre séquence et en abordant Flexbox qui est une méthode d'alignement des box blocs. Mais avant de clôturer cette partie sur le box modèle, il y a quelques points sur lesquels je souhaitais revenir, notamment les unités de mesure. Parce que je dis par exemple 12 pixels, 10 pixels, notamment lorsque je définis les valeurs de certaines propriétés. Par exemple, pour border, j'ai dit 2 pixels. Et pour la taille de mon titre, j'ai mis 3 EM. Voilà, PX veut dire pixel. Pixel, vous savez, lorsque vous utilisez par exemple votre téléphone, on dit téléphone de 24 mégapixels. Non, le pixel, c'est un élément élémentaire d'une image. C'est comme un grain. Et la définition de pixel, c'est l'élément, c'est l'une des unités de mesure. Donc, de nombreuses propriétés CSS nécessitent une unité de mesure. Et il y a énormément d'unités de mesure. J'ai mis un lien que vous pouvez consulter si vous allez à MDN qui donne bien évidemment ces différentes unités de mesure, mais c'est pour des développeurs très avancés, pour des architectes cloud que vous êtes, pour votre cours de base de développement web, il faut juste retenir deux propriétés, PI, pixels et EM, on prononce M, PX et M. Le premier est ce que nous appelons intuitivement un pixel. Si vous avez un écran, vous savez de quoi il est question. Le deuxième est la taille de la police actuelle de l'élément en question. Par exemple, lorsque vous définissez pour ce qui est votre pixel et M, parfois cela marche ensemble. Si par exemple vous définissez votre base en 12 pixels, cela correspond à 1 EM. Cette base correspond à 1 EM. Lorsque vous faites 1,6 EM, ce que vous voulez dire, c'est que il doit prendre la base, il multiplie par 1,6. Lorsque vous dites 2 EM, il doit prendre la base, il multiplie par 2 EM. Pareil, si votre base est 16 pixels, 1 EM correspond à 16 pixels. S'il veut avoir, il multiplie par 1,6 par 2, c'est pareil. Pourquoi on utilise cela? C'est parce que parfois vous souhaitez avoir une certaine, comment je peux dire ça, une certaine cohérence dans la définition de taille des éléments.
L'unité EM est très utile pour définir l'état par rapport à une police de base. Dans le schéma ci-dessus, vous pouvez voir des unités EM surdimensionnées pour correspondre à une taille de police de base 12 pixels, 16 pixels et 20 pixels. Par exemple, prenons un exemple concret. On va appliquer cela. Si par exemple on définit pour tout notre texte une police de base de 18 pixels, à partir de ce moment, on peut dire ok, comme notre police de base est 18 pixels, pour tous les éléments de titre, on va dire 2EM. Le CSS va tout simplement prendre 2 multiplié par 18, ça veut dire que notre élément de titre H1 aura 36 pixels. Je prends ceci. Je vais. Est-ce que j'ai body? Parce que si j'ai body, les choses vont être plus compliquées. Je vais enlever cela. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais enlever cette taille ici. Parce que je vais définir autre chose. Est-ce que j'ai un élément qui est incompatible? Bon, je ne vois pas d'élément incompatible. Ok, si je vais là, je regarde, vous allez voir. Voilà. Donc, comme vous voyez, mon texte c'est 18 pixels. Et ici, ça doit être 36 pixels. Est-ce que je peux guetter ça ici? H1. Voilà. Bon, ici, il n'a pas défini. Voilà comment cela se passe. Bon, je pensais que je pouvais avoir ça par l'inspecteur, mais les choses sont différentes. Donc, nous allons continuer avec notre cours. Cela définit notre taille de police de base pour le document de 18 pixels. Puis indique que nos éléments H1 doivent être 2 fois plus grands et nos éléments H2 doivent être 1,6 fois plus grands. Si nous, l'utilisateur, voulons agrandir ou réduire la police de base, les unités EM permettent à toute notre page de s'ajuster en conséquence. Donc, si vous voulez changer la taille d'un élément, vous voulez changer la taille ou la présentation de votre page, vous n'avez pas besoin de sauter à gauche à droite pour modifier sur chaque élément. Vous allez juste dans votre police de base, vous modifiez et tout le site s'ajuste en conséquence. Voilà ce qui est intéressant avec EM. Pour ce qui est des couleurs aussi, qui est un autre élément que je souhaiterais aborder. Vous avez vu lorsque je faisais la présentation, vous avez pour les couleurs, ce code alphanumérique qui est assez incompréhensif, qui commence par dièse. Et je dois dire tout simplement qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser les couleurs en CSS, certains ayant été plus récemment implémentés que d'autres. Les mêmes valeurs de couleurs peuvent être utilisées n'importe où en CSS, qu'il s'agit d'une couleur pour du texte, d'une couleur d'arrière-plan ou de toute autre couleur. Le HTML et le CSS supportent près de 140 couleurs, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus. Et ces couleurs-là, quand vous définissez la couleur, vous pouvez utiliser un mot-clé. C'est ce que j'utilise souvent en disant, par exemple, pour la couleur bleu, ou pour la couleur rouge, red. Mais il y a d'autres couleurs qui sont supportées par le CSS, comme vous pouvez le voir dans les différentes couleurs qui sont proposées avec leur nom. Maintenant, en dehors du nom, il y a ce qu'on appelle des codes alphanumériques qui accompagnent chaque couleur. Par exemple, bleu a ce code alphanumérique. C'est un standard. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose qui a été inventé. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une feuille de CSS qui n'utilise pas les mots-clés comme je l'ai utilisé dès le départ en mettant blue et tout cela. Il faut savoir que si vous vous retrouvez devant pareil code, ne soyez pas embrouillé. Copiez juste le code, vous allez vous taper même à Google, vous allez retrouver la couleur qui a été définie. Mais vous pouvez, comme je dis ici, vous pouvez exprimer la valeur de la propriété color avec des mots-clés, comme je l'ai fait en red. Mais vous pouvez aussi utiliser des valeurs hexadécimales qui vont de 0, comme je l'ai dit. Et cela définit des canons de couleurs qui commencent rouge, vert, bleu.
Donc, ce sont des points que vous pouvez rencontrer là dans la nomenclature. Vous avez bien évidemment la possibilité ici, lorsqu'on vous propose une couleur, on vous donne sa valeur hexadécimale. Il y a plusieurs sites qui sont là pour essayer de définir d'autres valeurs, parce qu'il y a la valeur hexadécimale, il y a la valeur qu'on appelle RJB. Tous ces nomenclatures vont à la base. Ça part de la base où on dit toutes les couleurs sont dérivées de 3 couleurs. En fait, toutes les couleurs sont un mix de 3 couleurs. Ceux qui font colorimétrie savent de quoi il est question. Il y a la couleur rouge, il y a la couleur verte et il y a la couleur blanche. Et c'est la composition de ces 3 couleurs, red, green and black. Je pense que je ne me trompe pas. Si je reviens à mon fichier, c'est rouge, vert et bleu. Je vais dire pas black. Rouge, vert et bleu. C'est la composition du rouge, du vert et bleu qui donne tout l'éventail de couleurs qui existent. Donc, c'est le souci de personnalisation des couleurs qui amène à définir pour ce qui est du RJB. On a un indice qui va, je pense, de 0 à 250. Et pour chacune des valeurs définies, par exemple, si vous prenez une couleur P, on met couleur RJB 197, 93, 63, ça veut dire 197 de rouge, 93 de vert et 161 de bleu. En réalité, ce que je veux dire là-dessus, c'est que je ne donne pas cette partie sur les couleurs tout le temps. Vous n'allez pas saisir toutes ces subtilités, que ce soit pour les valeurs hexadécimales qui commencent par le dièse, ce que j'ai appelé le croisillon avec 6 chiffres. Vous ne pouvez pas saisir tout cela actuellement. Je donne tous ces points juste pour que si vous vous retrouvez dans une feuille de système CSS et que au niveau de la couleur, vous ne voyez pas les mots-clés que nous avons utilisés, il faut comprendre que c'est une autre façon d'écrire la couleur qui a été utilisée. Comme ici, vous pouvez le voir. On peut avoir le bleu avec cette présentation, comme on peut avoir le bleu avec une autre façon. Et ce qui est bien avec un éditeur comme VS Code, il vous aide. Par exemple, ici, pour le bleu, il dit, OK, vous pouvez aussi utiliser RJB 051. Et si vous cliquez, vous pouvez aller voir la valeur hexanumérique qui apparaît. Il y a d'autres unités qui existent pour le CSS. Donc, le CSS n'accepte pas seulement ces unités. Il y a d'autres unités très compliquées qui sont utilisées par les designers, les développeurs. Mais comme je ne fais pas une formation de développement pur, je n'ai pas abordé cela. J'ai abordé juste cela pour que vous sachiez que ces choses existent et que si vous vous retrouvez devant un feuille de style qui a cette présentation, vous ne devez pas être désemparé. Ça existe, mais ce n'est pas une obligation d'utiliser. Il y a beaucoup d'autres unités. Vous avez vu quand j'ai illustré cela dans mon éditeur CSS ce que cela a présenté. Et j'ai mis en lien un article de MDN, Mozilla Developer Deno, qui présente de façon détaillée ces points. Donc j'aborde cela juste pour attirer votre attention sur des cas que vous pouvez rencontrer. Pour conclure, il n'y a qu'une conclusion. Je l'ai dit, on a abordé les thèmes périphériques. Et bien évidemment, tous ces points, ce sont juste des points que j'ai abordés pour vous informer qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc, si vous vous retrouvez dans vos recherches, dans vos cours, face à pareille chose, ne soyez pas surpris. L'important, ce n'est pas de tout retenir, mais de savoir comment, face à une information, vous devez l'interpréter. Que retenir, non. Tout ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Vous n'avez pas à retenir tout ce que nous avons présenté. J'ai bien dit que ce sont des points thèmes périphériques au box model. Le box model central, c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Il faut retenir tout cela. Les autres points qui sont très avancés que j'ai abordés dans ces vidéos, comme les fondements de la marge verticale, les fondements de la marge verticale, qu'est-ce que j'ai encore abordé? Voilà, la réinitialisation des styles, le centrage avec marge automatique, l'alignement des box, la gestion des dimensions, les box génériques.
tous ces points, les unités de mesure ou les couleurs, tous ces points sont des points qu'on peut dire avancés. Mais c'est important de savoir, c'est par la pratique que tous ces éléments seront mieux assimilés. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on va se retrouver là dès demain pour aborder le dernier thème de notre semaine consacrée à CSS qui concerne Flexbox. J'ai bien dit en début de semaine que ce ne sont que les bases du CSS que nous allons aborder cette semaine. Le CSS est très vaste. Nous abordons juste ces bases et quand on va avancer, on va aborder d'autres thèmes parce que, ne l'oubliez pas, nous l'abordons en version très légère parce que notre objectif, je le rappelle encore, est de faire de vous des architectes cloud AWS pleins. Et pour faire de vous des architectes cloud, j'avais défini un certain nombre de fondamentaux. Le premier fondamental, c'était le développement web. Le deuxième, c'était le fonctionnement d'Internet. Troisième, les systèmes distribués. Quatrième, la sécurité informatique. Et puis, cinquième, je vais revenir à, bien évidemment, des éléments notamment liés au conteneur Docker. Il y a des éléments, par exemple, liés aux microservices. Il y a beaucoup d'autres éléments que nous allons aborder en termes de fondamentaux. Mais, grosso modo, c'était cela. Et dans votre formation d'architecte cloud, ces fondamentaux sont nécessaires pour que vous puissiez passer facilement votre certification. Et nous avons commencé la semaine passée par les bases du HTML et demain nous allons terminer avec les bases du CSS. Et puis après les bases du CSS, nous allons balayer d'autres éléments avancés. Je termine en disant que ma cible, lorsque j'ai commencé cette vidéo, c'est ceux qui veulent changer de carrière et qui n'ont aucun background en informatique. Si vous avez une base solide en informatique, bien évidemment, vous pouvez traverser ce cours et aller vers d'autres cours qui figurent à YouTube, qui vous prennent directement et qui vous jettent de plein pied dans AWS. Mon cours est pour ceux qui veulent changer de carrière et qui n'ont aucune base en informatique. C'est ceux-là ma cible. Merci, on se retrouve demain pour clôturer ces bases du CSS en abordant Flexbox.